Aujourd'hui, je ne suis pas encore allée à la gym, mais ça va pas tarder. C'est une vieille habitude, mais enfin, ça va être l'occasion de parler du corps et du texte. Alors, ce qui m'amène à parler de corps et de texte, ce sont d'abord évidemment deux bouquins. J'ai été cette semaine à Violette Co parce que j'ai pu entendre la présentation par Iris Bray et c'était une légère avant-première. Le livre est sorti hier, c'était avant-hier, du regard féminin. Ça m'a beaucoup plu, mais j'ai pas fini le livre parce qu'il y en avait plus à l'achat. Et j'ai pas eu ma petite dédicace, et puis voilà. Donc je suis retournée le lendemain après la manif pour le récupérer. Et j'ai quand même acheté celui-ci, puis deux autres. Allez, hop. Donc Camille Froidevaux, Métrie. Je pense que je vais commencer par celui-là, et vous allez voir un peu les liens et ce qu'on va essayer d'en faire pour penser des textes. Parce que le genre, ça permet aussi de réfléchir le rapport au texte, et plus globalement à l'esthétique. Alors, dans le corps des femmes, bataille de l'intime, c'est ça le titre exact, complet. La bataille de l'intime, Philosophie Magazine éditeur, on est en 2019-2020, 2019 je crois. Camille Froidevaux-Métry, c'est une professeure de sciences politiques. J'ai la révolution féministe qui traîne quelque part, que j'ai pas lu, il me fait un peu peur, c'est du Bibliothèque des idées Gallimard, et j'ai envie de le lire. Elle a été un peu controversée, on lui a reproché une forme d'essentialisme. Je vois assez pourquoi. Je pense pas que ce soit le cas. Bon, je vais me concentrer sur celui-là, que j'ai lu très vite, hein, le soir même de mon retour de Violette Co, donc métro soirée, quoi. Je lis très vite. Hein. Euh, Alors, qu'est-ce que c'est? C'est la tentative, l'essai, l'ébauche philosophique, d'aller vers une phénoménologie féministe. Ça a la place donc en lien avec Iris Bray, dont je vais parler tout à l'heure, et avec un autre livre que j'ai quand même pas mal aimé, qui est de Manon Garcia, On ne n'est pas soumise, on le devient. Bon, je sais qu'on reproche régulièrement à Manon Garcia dans ce bouquin, qui est donc issu de sa thèse, hein, euh, un manque de théorisation, que ce serait pas assez théorique. Je trouve aussi que c'est important que ce soit accessible. Effectivement, j'ai pas trouvé ça très théorique. On n'est pas soumise, on le devient. Je l'ai pas sous la main là. C'est dommage. Mais le livre a cet avantage qui m'a fait relire Beauvoir. C'est vraiment Beauvoir expliquer, réexpliquer, donc avec cette question hyper paradoxale de peut-on choisir la soumission et être femme et s'être soumise. Moi je pense que oui, mais c'est pas être volontairement soumise, c'est domestiquer à la soumission. Bon, ça une fois que c'est dit, on a posé pas mal de choses. Je vais pas essayer de le démontrer ici, parce que ça va pas être le propos. Mais ça va avec le dévouement pour les autres, l'obligation d'amour, on doit aimer tout le monde, on doit être gentil, on doit être bien propre, bien accueillante. Et ça pose plein de questions, quoi. Et cette soumission, elle est aussi. Elle a un volant très agressif qui est celui de l'appropriation des corps, dans l'espace public comme privé, c'est-à-dire le harcèlement de rue, les agressions sexuelles, le viol, les viols. Youhou. Bon, c'est pas le propos directement, majoritairement de Manon Garcia. En tout cas, moi, elle m'a amené à relire Beauvoir. J'en avais fait une vidéo. Je vais essayer de coller le lien quelque part. Sinon, elle est sur ma chaîne. Il faut aller chercher Beauvoir 15 ans après. Parce que j'avais lu Beauvoir en troisième, là, pour la première fois, relu plusieurs fois dans un cycle de temps assez court. Et ça a été très intéressant pour moi de reprendre Beauvoir. En passant, j'entends régulièrement reprocher à Beauvoir au deuxième sexe ou un refus du deuxième sexe parce que ce serait un féminisme blanc bourgeois. C'est d'une connerie. Évidemment qu'elle est blanche et bourgeoise. Évidemment qu'elle aurait pu être plus inclusive. Rappelons-nous que le deuxième sexe est de 49. Rappelons-nous à quel point le deuxième sexe est un ouvrage fondateur. Donc même si on ne veut même si on ne le lit que pour revenir à l'histoire des idées féministes, rappelons que c'est l'ouvrage de théorie le plus vendu du XXe siècle, le deuxième sexe. Mais c'est un coup de tonnerre. Et elle a écrit ça, elle était seule en 49. Et on lui crachait à la gueule dans la rue. Bon, évidemment qu'on peut améliorer, reprendre, nuancer, et que tout n'est pas dans le deuxième sexe. C'est un livre qu'elle a écrit seule en 49.
je vais dire, je ne vois pas comment on ne peut pas avoir un immense respect pour Beauvoir, et ça sans écarter sa soumission à Sartre, son comportement plus que dérapant et hautement blâmable envers ses lycéennes, voire étudiantes. Enfin, Beauvoir n'a pas fait que du bien, c'est une évidence. Mais refuser de lire Le Deuxième Sexe est d'une connerie absolue. Ne pas le lire parce qu'on n'est pas intéressé, d'accord, mais être féministe, ne pas vouloir le lire, on va pas aller loin, hein. Voilà, on a besoin de savoir d'où on vient. Et on vient toutes, là on vient toutes de Beauvoir. Bon. Et c'est intéressant parce que Beauvoir essaie aussi donc, de mettre en place ce que font Freud-Vométrie, Garcia, et donc Garcia qui est vraiment dans la lignée de Beauvoir, hein, c'est vraiment vraiment du Beauvoir, et Bray, c'est-à-dire de mettre en place une phénoménologie, si ce n'est féministe, du moins féminine, en tout cas, d'inclure dans le féminisme cette pensée d'une phénoménologie du féminin. Et ça nous ramène au corps. Et en ramenant au corps féminin ou assigné féminin ou revendiqué comme féminin, ça pose là plein de questions que je vais certainement pas trancher. Ça ramène en tout cas au rapport entre le corps, le texte et les idées, et c'est pas un rapport qui est simple. Et c'est vraiment pas un rapport facile. On va voir pourquoi. Alors, que fait Freud-Vométrie dans Le corps des femmes? Donc c'est vraiment un ouvrage accessible, donc c'est issu de billets de blog, ce qui doit expliquer aussi sa facilité, son accès assez facile, j'ai trouvé. C'est pas un reproche, hein. C'est vraiment revenir d'abord dans l'introduction, donc elle a intitulé Le tournant génital du féminisme, à la place du corps dans le mouvement féministe. Et là, elle est probablement trop européo, ou en tout cas ethnocentrée, hein, sur l'histoire du féminisme. Mais c'est quand même bien de revenir à ces jalons. On a ensuite Comme une fille, les femmes dans l'espace public, Le sang des femmes, le temps des femmes, avec cette idée que le caractère cyclique du corps féminin, donc les menstrues, n'est pas seulement cyclique mais est aussi linéaire, et d'une linéarité peut-être bien plus durement ressentie que pour le corps masculin. En tout cas, bon, y a des marqueurs d'âge, hein, puberté, cycle et ménopause, hein, qui sont très nets. J'ai appris notamment que le mot catimini venait des règles, donc du grec, hein, mais du grec qui désignait règles, vous dire s'il fallait cacher ces choses-là. La première fois où l'entrée dans son corps désirant, qui n'est pas forcément seulement la perte ou la considérée perte de virginité, l'apparence, un projet de coïncidence à soi qui m'a beaucoup plu, ménopausée, alors l'anomaternité, hein, ultime émancipation, ménopausée invisible, des seins comme des visages, utérus, vagin et clitoris même combat, PMA, GPA, de la liberté à l'égalité procréative, et à la fin pour un féminisme incarné. J'aime pas cette expression de féminisme incarné parce que je la trouve moche. Ça me rappelle l'ongle incarné, et en même temps je trouve qu'un féminisme incorporé donnerait quand même l'impression d'un féminisme cyborg. C'est intéressant, le cyborg comme corps féministe, hein, là je pense à Donna Haraway, c'est assez stimulant comme pensée, mais et d'ailleurs pas qu'à Haraway, je pense vraiment très fort à Solanas qui le met déjà en place. Donc incorporer ça irait pas, j'ai pas trop d'autres adjectifs, mais vraiment je trouve qu'incarner c'est pas très joli. Et en même temps, j'en ai pas vraiment d'autres. Et en même temps, incarné, il y a quand même la chair, et c'est pas tout le corps, la chair. Et... Enfin voilà, je suis pas satisfaite, mais j'ai pas mieux. Donc, faisons avec. Bon, j'ai beaucoup aimé qu'elle parte de l'espace public et du mouvement dans l'espace public pour arriver ensuite à des parties du corps. Et dans le même temps, je trouve que le morcellement du corps, mais qui est donc pas le point de départ, hein, est peut-être regrettable, mais en tout cas ça fonctionne. Et puis bon, ça, à chaque fois on a des petites enquêtes, alors souvent avec un passage de contextualisation historique, plutôt de contextualisation occidentale, mais pas uniquement. En tout cas, c'est d'un point de vue bibliographique assez riche, et l'ensemble du bouquin est un bon tremplin pour amener vers cette idée du corps, un corps qu'elle ne pense pas comme une essentialisation ou une soumission à un destin biologique, hein, pour reprendre les termes de Beauvoir. C'est-à-dire qu'elle essaie d'être inclusive, là je pense qu'elle ne l'est pas assez, mais c'est très compliqué d'être inclusive en parlant du corps féminin, femelle. Et peut-être qu'elle devrait jouer plus sur féminin-femelle. Mais on en a moins l'habitude en France, en français plutôt qu'en anglais.
ou même en allemand, weiblich, c'est... weiblich encore, c'est compliqué comme terme. Il faut que je réfléchisse. Et moi j'ai beaucoup aimé que ça parte de l'espace public parce que je suis absolument convaincue que fait partie essentielle, constituante de l'identité féminine, la soumission, mais en tout cas la domestication à la soumission, et que ça passe par la confrontation à un espace public qui d'un coup devient hostile. Alors, ça commence pas là, hein, la construction de la féminité, mais ça c'est vraiment, vraiment, vraiment très très compliqué quand on a 12, 13 ans, 11 ans, 10 ans, et qu'on commence à être reluqué et commenté dans l'espace public par des hommes. Et qu'on l'est beaucoup plus à 11, 12, 13, 14 ans qu'à 18, qu'à 22, et clairement qu'à 45. Donc il y a quelque chose d'hyper violent qui se passe à ce moment-là, avant d'amener donc à s'approprier sa propre image, à se découvrir soi, et donc à avoir ensuite ses focus sur des éléments du corps donc féminin ou femelle. Ça, j'ai trouvé que c'était un mouvement très intéressant, mais je reste un peu en porte-à-faux par rapport à cette mise en avant du corps et d'éléments du corps. Je sais pas, voilà, là je reste très beauvoirienne, j'ai très peur d'une biologie destin, très clairement. Mais la phénoménologie, ce n'est pas la biologie, c'est une façon de vivre la biologie. Et ça, c'est une des grandes tâches du féminisme, c'est comment faire advenir une phénoménologie qui ne soit pas imposée ni par la biologie ni par le corps social, en gros. Donc ça marche pas mal, et le postulat, la thèse de Freud-Vaumetry, c'est que on ne va pas vers une société dans laquelle les genres sont de plus en plus distincts, mais au contraire, dans laquelle les genres sont de plus en plus confondus. Et là, elle s'appuie pas tellement sur les philosophies queer, ce qui est même un peu étonnant, mais sur d'autres choses, et ça aussi c'est intéressant. Voilà, pour montrer ce qu'on peut... ce qu'elle voit comme une forme de neutralisation de la société et comment elle le voit de façon positive, et c'est aussi pour ça qu'elle finit par la PMA et la GPA. Et comme libération au moins symbolique du féminin égale procréation. En gros. Donc ça, c'est quand même assez intéressant, et j'ai trouvé vraiment cool de le croiser avec Iris Bray, dont je n'ai pas fini l'ouvrage, je n'ai pas eu le temps, mais la lecture en tout cas qui en a été faite à Violet & Co. Allez, à Violet & Co, cette librairie fantastique. Mais en tout cas qui était très stimulant, puisque dans Le regard féminin, Iris Bray, donc elle part d'un article de Laura Mulvey, un article de 75. J'ai oublié le titre exact. De toute façon, elle doit le citer. Alors là, c'est paru hier, et j'ai eu une présentation en avant-première avant-hier, donc c'est paru le 6 février, le 5 février. Oh, à quoi bon les dates 2020. Et donc plaisir visuel et cinéma narratif. Donc l'article est de 75, je l'ai lu dans une traduction française qui était dans un recueil de 2011 je crois, que je conseille quand même pas mal. Je l'ai trouvé l'article de Mulvey assez compliqué quand je l'ai lu la première fois, parce que, je sais pas, il passait pas. Et quand je l'ai relu pour aller à la présentation, je l'ai lu en 10 minutes, donc comme quoi, j'ai dû progresser dans ces années-là. Je ne l'ai pas lu en 2011, je l'ai lu plus récemment. Et le Mulvey, il développe le concept de male gaze. Alors, ce qu'elle appelle male gaze, alors ça s'appuie déjà sur la notion psychanalytique de la scopophilie, c'est-à-dire le plaisir de voir. Et dans le plaisir de voir, il y a, dans la pulsion du voir, pulsion voyeuriste, hein, donc ça s'appuie sur Freud, etc., il y a, en fait, dans le regard va transformer en objet de désir. Et son postulat, si je résume à grands traits, hein, c'est que le cinéma s'appuie, rejoue cette scopophilie, mais l'amplifie, et notamment en la masculinisant. C'est-à-dire que le regard cinématographique est un regard très majoritairement pensé comme masculin, et qui va transformer en objet de désir des corps de femmes.
Et ce male gaze, esthétiquement, il passe par des effets de gros plans, de corps fragmentés, découpés, le gros plan sur des seins, sur la bouche, voire sur le sexe, et qu'il va se penser comme un regard masculin, complice d'un spectateur masculin regardant des femmes. Donc un regard voyeuriste et sexualisant. Et évidemment qu'en retour, l'imprégnation, la répétition de ces images ultra majoritaires dans le cinéma, au moins on va dire hollywoodien, met en place donc a un effet sur ce male gaze, et puis de toute façon ce male gaze on le trouve partout quoi. Regardez le nombre de publicités dans lesquelles les corps de femmes sont découpés. Les femmes sans tête, hein. Donc ça c'est quand même intéressant. Et je trouve ça extrêmement stimulant, et effectivement, et donc ce n'est pas exactement le test de Bechdel, qui lui est un texte diégétique, c'est-à-dire est-ce que dans un film on a à un moment au moins 3 minutes de femmes qui parlent entre elles, sans hommes, et qui parlent d'autre chose que d'un homme. Il n'y a pas beaucoup de films qui passent le test. Et on peut avoir, dans l'absolu, un film sans male gaze, et qui ne passe pas le test de Bechdel, et inversement, etc. C'est intéressant de les croiser. Alors, Iris Bray développe à côté de ces male gaze l'idée d'un female gaze, qui ne serait pas en fait l'équivalent féminin, donc des hommes placés sous le regard de femmes, parce que ça en fait elle y voit un male gaze. Parce que le male gaze n'est pas essentialisant, ce n'est pas uniquement, ou ce n'est pas seulement un regard d'homme sur un corps de femme, c'est un regard qui va transformer un objet de désir, quels que soient les corps en fait. Et donc on peut avoir un male gaze porté par un regard féminin sur un corps de femme ou sur un corps d'homme. C'est en ça que c'est intéressant, et que c'est vraiment un projet esthétique. Le female gaze, au contraire, lui va, en gros, mais alors là, j'ai pas lu le bouquin, j'ai lu que l'intro, j'en suis à 60 pages, c'est pas si mal depuis hier soir. Le female gaze va, en fait, non pas transformer en objet de désir, mais inclure le spectateur en s'adressant à lui, donc le regard caméra, la voix off sont essentiels pour avoir ce genre de regard, une temporalité souvent beaucoup plus longue, pas de fragmentation des corps, et en fait on va avoir des corps qui vont être sujets de désir et plus largement d'expérience corporelle, pour faire sentir une expérience corporelle, donc l'esthétique qui permet une phénoménologie des corps, bien plus qu'on aura juste le spectacle d'un corps. Et donc on pourra voir advenir d'autres sens. Alors elle s'appuie beaucoup sur le film de Sciamma, de Cine Sciamma, Portrait de la jeune fille en feu. Bon, moi qui a pas tellement marché sur moi, parce que les bruits de bouche, franchement ça m'a insupporté. Et je l'ai trouvé trop lent, enfin voilà, c'était trop lent pour moi, enfin j'entrais pas dedans quoi. Je l'ai aimé, hein, mais j'ai eu l'impression d'un fan service féministe. Bon, et là en fait j'ai eu des réactions peut-être très sexistes en fait à l'encontre de ce film. Moi je suis très impatiente de finir le livre puisqu'elle finit apparemment sur le cinéma d'Agnès Varda, et là moi je trouve complètement cette idée d'un female gaze chez Varda, et pour filmer à peu près tout et n'importe quoi. Je n'aurais jamais fait de vidéo sans Varda. C'est Varda qui me fait advenir à la caméra et qui m'a placée derrière la caméra. C'est la Varda des glaneurs et de la glaneuse, mais la Varda de L'une chante l'autre pas, mais vraiment les glaneurs ont été importants, la Varda des courts-métrages, de l'opéra Mouffe, plus tard l'opéra Mouffe pour moi, même de Visage Village, même si j'ai pas aimé d'emblée le film aussi intensément que je l'aime maintenant, et c'est cette Varda-là qui montre comment on fait du cinéma, parce qu'elle le dit en le faisant, et qu'elle inclut donc le spectateur dans ce processus de cinéma. Et en ça, les glaneurs et la glaneuse est vraiment important. Et les bonnies qu'on a dans le coffret incluent d'autant plus par ces jeux d'adresse directs. Et c'est vraiment, vraiment important de voir Varda dans son cinéma, même si c'est pas du tout immédiat. Mais elle montre comment... Et puis évidemment, les plages d'Agnès. Comment ne pas aimer les plages d'Agnès? Et donc, ce qui... Voilà. Moi, le regard féminin de Bray, alors qu'il se pose cette question, féminin, féministe, non, féministe, c'est quand même un engagement politique qui n'est pas forcément là. Chez Sciamma, oui, chez Varda, oui, mais en fait, dans d'autres films, non. Elle prend en considération des films masculins, faits par des hommes, comme Verhoeven, Elle de Verhoeven, que j'ai vu en arrivant directement de la conf, et que j'ai adoré, alors que c'était pas gagné, pour un film qui parle de viol, enfin directement.
et en posant notamment cette question dont montrer le viol de façon esthétisante, c'est se placer du côté du violeur. Hein. C'est donner à aimer le viol. Hein. Et ça questionne. Hein. Pourquoi 99% des viols montrés dans un cinéma, même non pornographique, sont là pour susciter du plaisir esthétique, voire sensuel? On se place de quel côté? Qui on oublie? Les violés. Hein. Ça, c'est quand même des questions que je trouve vraiment intéressantes. Donc, et elle part vraiment de ce postulat donc, d'un cinéma qui donnerait une corporéité, une expérience du corps, et en fait féminin comme masculin. Et ça m'a beaucoup plu. Et en fait, ça me plaît d'autant plus que ça rejoint mes préoccupations stylistiques sur cette idée d'une stylistique viriliste qui en fait correspond parfaitement à celle d'un male gaze, sauf que moi je suis pas seulement dans la présentation du corps, mais plus largement dans la démonstration de force. Et c'est en ça que ce que je pense comme une stylistique viriliste n'est pas une stylistique masculine. C'est pas un homme qui écrit versus des femmes qui écrivent, ça c'est pas intéressant. Enfin, je trouve que ça n'a aucun sens, il a fallu se poser ces questions-là. Mais c'est des questions qui n'ont pas de sens. Ça passe par, en fait, pour moi, essentiellement des questions de rythme et de souffle. Et est-ce qu'on est face à un locuteur, quel que soit son genre réel, hein, qui est en train de rouler ou pas des mécaniques? Est-ce qu'on est dans un truc qui est dans les pattes? Est-ce qu'on est dans un texte qui appelle à ce qu'on devienne admiratif, dans le tour de force, la virtuosité? Ou est-ce qu'on est dans un texte qui nous accueille? Et en cela, j'aime opposer la stylistique viriliste de David Foster Wallace avec ses grands effets de style, de subordination, et même en incluant l'ironie postmoderne de David Foster Wallace dans ses textes, parce que l'ironie face à cette virtuosité est elle-même ironique, et elle-même virtuose. Il sera tellement plus ironique que vous ne pouvez l'être, puisqu'il est ironique vis-à-vis de son ironie. Par exemple, la prose de Sarraute, je pense essentiellement à Enfance, parce que je connais quand même mal Sarraute, désolé François. Où, en fait, je vais la trouver particulièrement incluante, et j'ai envie de dire plus qu'incluante, accueillante. On se sent bien chez Sarraute, même quand les textes sont durs, parce qu'elle nous amène dans Enfance à voir comment le texte advient. Parce que la voix est elle-même en train de se parler. Et donc on suit ces étapes-là, et en ça, les aposiopèses, donc les points de suspension, les hésitations, donc ça ce sont les épanorthoses, etc., nous montrent le tâtonnement de l'écriture et nous incluent dans ce tâtonnement. Ce n'était pas le bonheur, ce n'était pas la joie. Et on arrive à cerner au plus près avec elle. Mais ce n'est pas forcément une hésitation. Et bon, moi je vois essentiellement des oppositions aussi, donc entre subordination, juxtaposition, des choses comme ça. Et avec bien sûr une expression, là on peut retrouver une phénoménologie, mais des sentiments, du corps, etc. Et ça, ce sont des choses que j'essaie d'explorer, en tout cas, ce que j'appelle stylistique viriliste correspond assez bien en fait à ce male gaze, sans qu'il y ait pourtant de regard, mais je dirais plus une mise en spectacle que le voyeurisme. Et ça, ce sont des choses qu'il faut maintenant que je peaufine. C'est pour ça que je voulais y aller, que je voulais absolument la voir et l'entendre et l'écouter, et acheter le livre et tout faire tout ça. Parce que j'ai des choses à faire derrière. J'espère qu'elles vous intéresseront. Et je me demande quelle peut donc être là une stylistique féministe. Évidemment, celle de Wittig, qui suppose un elle pluriel, universel, collectif, et donc accueillant. Et comment se penser dans un elle, et ça passe par le corps et par les noms donnés au sexe et à la vulve, et donc au sexe féminin, femelle, au vagin, au nom de femme, à une histoire de femme, ressentie par le martèlement. Donc là, je renvoie à ma vidéo sur les guerrières, qui pourrait être faite, mais que j'ai bien aimé, en tout cas que j'ai aimé faire, puisque j'adore les guerrières. Je pense au chantier littéraire de Wittig à la pensée Zweite, et il faut encore que j'explore Wittig, quel bonheur! Mais il y a cette possibilité comme ça de penser une écriture qui ne soit pas une écriture qui roule des mécaniques. Tu m'as vu, mais ça peut être aussi une écriture faite par une femme, hein. Moi, je m'amuse à plagier ce genre de truc, à les parodier, c'est hyper drôle. Les tours de force, il suffit de ne pas être trop mauvais en grammaire, hein. Et c'est ça qui est drôle, en fait, avec ce roulage de mécanique, c'est que c'est facile. En vrai, c'est facile, c'est de l'épate. Et derrière, quelque chose qui a l'air d'être plus humble, mais qui va être beaucoup plus près, pas forcément du corps, mais plus largement
de la production de la parole et de la production du texte. Et de la parole dans le texte. Et là, je m'étais demandé il y a quelques années que faire de l'encombre encore de l'auteur, c'était pour les jeux vidéo et un peu le texte, et ça, ce sont des questions qui restent, parce que, bon, les biographies, etc., ça, c'est des questions un peu annexes, mais qui sont importantes. Savoir qui écrit, est-ce que c'est vrai ou pas, c'est important quand même dans un texte. Mais ce qui m'intéresse aussi, et peut-être prioritairement, c'est aussi cette question de savoir finalement ce qui se parle et à quel niveau on parle. Et parler au plus près. Le corps, j'ai encore un problème avec le corps parce que je vis encore en dissociation. Si je m'intéresse aux fantômes, voyons, les fantômes, ce sont des esprits sans corps. Les zombies, ce sont des corps sans tête. Et j'ai encore ce besoin de me détacher du destin biologique de Beauvoir, j'en suis très méfiante, quoi. Mais en tout cas de l'expérience ressentie, vécue, et c'est ça en fait que j'essaie de cerner. Et en recherche aussi. Là j'ai vu passer des billets, peut-être pas très approfondis, mais sur le jeu dans un texte scientifique, notamment le jeu en histoire, à partir des derniers textes de Caroline Muller, que j'aime beaucoup suivre sur Twitter et sur Hypothèse, sur la place de l'historien dans le texte. C'est même une partie de ma thèse pour Renan, et des métalepses dans le texte. Quand est-ce qu'on prend la parole dans un texte scientifique? Et moi, je dis je dans mon introduction, hein, et j'y tiens à dire je. Je suis pas un nous qui va s'accorder au féminin singulier parce que ce serait un faux nous d'humilité, de modestie. Ouais, quand c'est moi qui parle, je dis je. Et quand je donne mon avis en cours, et c'est toujours à de brefs moments, je le signale, par des espèces de balises orales, je leur dis, là je vous donne mon avis. Mais on peut penser comme ça, etc. Moi ce qui m'intéresse, c'est que mes étudiants ils se posent des questions, en gros. Mais cette question-là, qui parle, comment on parle, et comment on se situe par rapport à son objet d'étude, par rapport à ce qu'on est en train de raconter. Ce qui m'intéresse, c'est pas tellement les histoires, quoique j'aime toujours autant les récits, ce sont les voix et ce sont les conteurs. Alors qu'est-ce qu'on fait du corps et du texte? Je vous dis à bientôt.